Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'OGC Nice, toujours un peu plus de déception et de dépression pour nos chroniqueurs. On va quand même malgré tout faire le job et revenir sur cette rencontre qui vient de s'achever. Une fois n'est pas coutume, on enregistre directement après la fin du match. Ce match sur la pelouse de l'Abbé Deschamps face à Auxerre, match nul, un but partout jusqu'au bout de l'ennui pour l'OGC Nice qui n'a pas su capitaliser sur les rares progrès vu ces derniers jours. Bon, pas de remontada en fin de rencontre comme jeudi face à Slovako. On va dire que c'est déjà ça pour être optimiste, un peu comme notre ami Pancho le serait. Point de Pancho aujourd'hui, donc point d'optimisme. Je ne sais pas. On va essayer en tout cas de savoir ce qu'il y a à sortir de ce match pour le bon comme pour le mauvais. Ce sera fait en compagnie d'Alric. Salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va, je suis assez énervé. Comme je le disais en haut, j'ai failli me fracturer la main à force de frapper ma table de, Ouais. de, de rage. On aimerait que ce Donc, soit pour un ouais, autre type de fracture, comme je te disais en off, mais non, très clairement pas pour cette saison. ouais, c'est compliqué. Jérémy est également avec nous, camarade d'infortune de cette émission. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Sky, salut Rick et salut à tous. Bah écoute, moi, contrairement à Rick, je me suis plutôt endormi. Donc voilà, au moins j'ai pu bien me reposer. Au moins, c'est honnête. Mais ouais, voilà. Non mais bon, c'était compliqué encore une fois cet après-midi, on va en parler. Mais bon, moi ce que je retiens, c'est qu'on a pris un point d'avance sur la zone de relégation, quoi. Voilà. Ouais, on conforte notre 13e place peut-être? Non, je sais pas, j'ai pas C'est regardé ça, avec le reste des matchs, on est mais toujours 13e. voilà, on conforte notre 13e place, on reste à égalité avec l'Eintracht de Montpellier et le Borussia 3. Très content. Voilà, bon, on voit Nantes revenir à fond sur nous. Bref, blague à part, messieurs, on va quand même essayer de parler un peu du terrain. Le classement, ça reste compliqué et catastrophique. Une avance de 4 petits points sur une zone rouge où il y a, on rappelle, 4 descentes cette saison. 4 points, c'est ce qui nous sépare de la 9e place au passage. Donc bon, on peut pas trop regarder devant. La première partie de tableau, ça va être compliqué d'ici la trêve, même s'il reste encore beaucoup de matchs à jouer et beaucoup de points à distribuer. Bah, messieurs, écoutez, commençons par le commencement. Lucien Favre qui avait décidé de reconduire cette défense à 3 avec peut-être une petite variation. Et cette doublette d'attaque Delors Laborde alignée ensemble devant, ça a été trop peu vu cette saison et on sait que le recrutement de Gaëtan Laborde correspondait aussi à cette volonté d'associer les deux joueurs devant. Malheureusement sorti sur blessure et on en parlera dans notre fil du match de Andy Delors. Mais en tout cas, pour revenir au choix tactique de Favre, est-ce que pour vous, en l'absence de Dante, c'était le bon choix de perdurer, de pérenniser cette défense à 3 qui a été voilà l'une des satisfactions la semaine dernière, ou est-ce que amputé de son capitaine, on aurait mieux fait de revenir à un système à 4 défenseurs pour densifier le milieu de terrain qui a été un des secteurs de jeu compliqués justement ces dernières semaines. Vas-y, Jérémy. Merci. Bah, sur la défense à 3, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de continuer dans ce schéma-là. Comme ça, on commence à avoir une certaine constance, une certaine stabilité. Et puis au vu des dernières prestations de Rosario en défense centrale, où il est un peu plus à l'aise, on dirait, on pouvait se dire que c'était pas mal comme continuité. Le 11 de départ me semblait encore une fois plutôt cohérent. J'ai rarement des choses à dire sur les 11 de départ que fait Lucien Favre, je les trouve assez cohérents. Il fait un petit peu tourner de temps en temps. Là justement, il y avait un petit turnover avec Pépé sur le banc qui avait pas mal enchaîné sur les derniers matchs. Donc le 11 de départ m'a semblé plutôt bon. En plus, on a plutôt fait un bon début de match, donc ce qui conforte cette idée-là. Enfin, le début de match était un peu meilleur que le reste, on va dire. Voilà. Mais voilà. Enfin, sur le 11 de départ, en tout cas, j'ai pas vu de choses qui m'ont choqué, en tout cas. Alric, du coup, pérennisation de ce système à 3 défenseurs, le choix d'aligner Rosario qui a peut-être fait ses rares bonnes apparitions à ce poste-là, de défenseur central droit à la place de Dante. Mais est-ce que c'était les meilleurs hommes qui ont été choisis? Alors, je ne te ferai pas l'affront de te demander si tu aurais préféré voir Sorensen. Le running gag sur le Danemark commence à être un peu relou, je pense, pour toi. Mais par exemple, la titularisation d'un Ross Barkley au milieu de terrain plutôt qu'un Alexis Beka qu'on n'a pas vu. Enfin, cette fois, on l'a vu au moins 5 minutes. C'est déjà mieux que ces dernières semaines. Est-ce que voilà, c'était une bonne idée? Ouais, un peu comme Jérémy, j'ai pas trop de choses négatives à dire sur le 11. C'est plutôt dans l'animation et dans ce que tu fais du ballon que je trouve que c'est plus compliqué, mais on reviendra dessus. Après, pour le choix des hommes, je pense que par rapport à l'enchaînement des matchs, par rapport aux états de forme des différents joueurs, t'as pas trop le choix en fait.
et aussi par rapport au niveau de certains autres joueurs, t'as pas trop le choix que de faire un 11 type comme ça. Tu parlais de Ross Barkley, bon, bah, puisque tu as cité son nom, autant j'aime bien le voir sur le terrain, autant aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment pas toujours en réussite, mais quand même mieux que ce que j'avais vu la dernière fois, notamment contre 3 lorsqu'il est rentré, où il a pas fait vraiment de bonnes choses. Là, c'est quand même un peu mieux, on le sent à l'aise avec le ballon. Après, concernant voilà, le choix des hommes, j'aime pas trop voir Rosario en défense centrale. Et là, pour le coup, tu disais, on se souvient de ses récentes performances, mais en fait, il y en a qu'une ou deux, hein, je crois. On l'a vu comme ça. Enfin, en tout cas, cette saison, il y en a qu'une. Je crois qu'il y a eu une ou deux fois sous Christophe Galtier, mais c'est tout. Franchement, au-delà du running gag avec le Danemark, j'aimerais bien avoir un défenseur central à la place d'un autre défenseur central. Parce que c'est pénible de faire du bricolage à 2 balles. Rosario, il a failli nous coûter un but une ou deux fois. Et puis surtout, franchement, si j'étais à sa place, j'aurais honte. Parce qu'il s'est fait bouger comme pas permis, alors c'est une armoire à glace et il s'est fait bouger par un mec, c'est une brindille en face. Ouais, le physique, c'est quand même censé être sa qualité principale. Ouais, C'est en ouais, tout cas ce qu'on franchement, avait vu de positif sur la phase allée de la saison dernière, hein, dans le jeu de Pablo Rosario. Et là, tu as l'impression, voilà, je sais pas s'il en manque de sucre ou de vitamines, mais c'est assez, il fait du voilà. diabète peut-être lui aussi. Sans déconner, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment qu'il se mette au niveau où il faut vraiment accepter de ne plus le mettre sur le terrain. Mmh. Voilà, c'est tout. On est quand même au point de se demander si Morgan Schneiderlin ne ferait pas un meilleur, Ouais, non, meilleur intérim. abusé Bon, quand même. on n'en est quand même pas à ce point-là, mais bon. Je vous cache pas qu'en off, Brice a essayé de nous reglisser Ouais, c'est ce l'idée, que j'allais dire. mais Brice t'a sinon, contacté avant l'émission ou... voilà, non, c'est ça. Il m'a dit, par contre, si vous voulez continuer à avoir l'accès au serveur, glissez Morgan Schneiderlin une fois par émission. Blague à part, bon, dans le 11, on a forcément tous nos préférences, mais globalement, c'était cohérent. C'était cohérent tactiquement de reprendre la défense à 3 qui faisait, pour l'instant, son taf. C'était plutôt cohérent dans le choix des hommes. L'idée d'associer Andy Delors et Gaëtan Laborde, ce pourquoi Gaëtan Laborde a été recruté, c'était une bonne idée. Après, tout n'a pas forcément fonctionné. Je pense même que pas grand-chose n'a fonctionné dans cette rencontre. Au final, l'OGC Nice, je pense, finit avec 2 tirs cadrés, peut-être un troisième qui m'échappe en toute fin de rencontre. Le but, parlons-en, parce qu'il arrive tôt dans le match, il vient d'un exploit individuel de Kefren Turam, qui fait enfin du Kefren Turam et ce qu'on aime voir de lui, c'est-à-dire prend la balle au pied, percuter, provoquer la défense, et en fait, en une accélération, il déstabilise 3, 4, 5 joueurs au Serrois. Après, il n'a plus qu'à délivrer un magnifique caviar centré en retrait pour Andy Delors, qui pousse la balle dans le but vide. Alors oui, un but dans le jeu, hein, ça fait du bien. Mais en fait, voilà, c'est un exploit personnel qui est à l'origine de cette ouverture du score plutôt qu'un mouvement collectif. Est-ce qu'on doit se féliciter de retrouver un peu Kefren Turam, en tout cas sur cette action-là, ou est-ce que, en fait, ça entérine le fait que pour l'instant, on est condamné à ne marquer que sur coup de pied arrêté ou sur des exploits personnels? Je vais me permettre de commencer par rapport à ça. D'abord, je vais commencer par le positif. Positif, c'est que tu as un temps fort, parce que même si c'est très moyen, puisque tu ne passes pas un seul centre, hein, dédicace Jordan Lotomba, qui ne dépasse pas le tibia du défenseur qui est en face de Et puis lui. même quand il s'y reprend à plusieurs fois, il re-shoot sur le même défenseur Ouais, plusieurs fois, voilà, quoi. non, mais bon. Donc, Cette action m'a traumatisé, je crois. le positif, c'est que tu es dans un temps fort, ou du moins, c'est pas un temps faible. Et donc, tu essayes de multiplier les incursions dans la surface auxerroise, donc c'est bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu te retrouves, enfin, tu es efficace finalement dans ce temps fort, puisque tu marques. Tu marques. Après, directement le but, eh bien, je suis un peu pris entre deux feux en me disant c'est un super exploit individuel de Kefren Turam, comme on l'aime et comme il sait le faire. Et en même temps, je me dis, quelle passivité dans la défense auxerroise quand même, parce que tu as l'impression que c'est tous des plots. Tous. Donc, je veux dire, ils sont 4 regroupés autour de lui, et il n'y en a pas un qui décide de lui mettre une béquille. Donc, ça minimise pas Enfin, je pense pas que il faille remettre en cause l'exploit de Kefren Turam, mais waouh, c'était compliqué. Ensuite, oui, effectivement, c'est un peu, comment dire, c'est un peu surprenant. Pas surprenant, mais c'est un peu frustrant dans le sens où, eh bien, si tu n'as pas des joueurs de la qualité de Kefren Turam, tu as du mal à faire des différences et faire des décalages. Et clairement, c'est ce qui a fait défaut dans notre match aujourd'hui.
Donc ouais, voilà, on a marqué un beau but. Andy Delors encore bien placé. C'est ça qu'on lui demande, même si au début du match c'était compliqué parce que je trouve qu'il fait pas toujours les bons choix. Mais voilà, le point positif c'est que c'est un temps fort, tu marques, c'est bien, mais derrière tu n'arrives pas à reproduire ce type d'action et tu n'arrives surtout pas à créer du décalage par le jeu, par le redoublement de passes et par un aspect plus collectif. Ça a été compliqué en matière de qualité technique et de passe. Jérémy, d'abord sur ce but, ce que tu en penses en réponse à ce que dit Alric. Et puis en ouvrant après sur la suite, au final, très peu d'occasions pour l'OGC Nice, à part des tirs de loin ou des prises de responsabilité qui sont quasiment toutes passées à côté. Est-ce que c'est comme le dit Alric, aussi la faute à une incapacité pour l'OGC Nice à redoubler ses enchaînements de passes, à développer un jeu collectif, à développer du décalage par la passe, comme le souhaiterait, on imagine, Lucien Favre, puisque c'était quand même la marque de fabrique de son jeu lors de ses 2 premières saisons à l'OGC Nice et plus ou moins partout ailleurs où il est passé. Ouais, comme le disait Alric, en fait, moi, je suis partagé entre deux. C'est se dire, au moins, on a revu Kefren Turam faire une belle différence comme il sait les faire. Ça m'a fait penser un petit peu à Tem Ben Arfa, d'ailleurs, ce genre de différence-là. Je me suis revu il y a quelques années quand on faisait des bons matchs. Mais du coup, c'est vrai que cette action, elle est... D'un côté, c'est bien. En plus, Andy Delors remarque un petit peu dans le jeu. Je pense que ça va lui faire du bien, en espérant qu'il retrouve vite les terrains. Mais après, voilà, en fait, il faut un exploit individuel ou alors une frappe contrée contre Slovako, par exemple, pour qu'on arrive à marquer. Je trouve qu'on a une maladresse devant les buts, c'est quand même quelque chose. Des fois, on loupe des occasions. Je trouve qu'il faut quand même le faire. L'occasion de Barclay à la fin, c'est super dommage qu'on n'arrive pas à marquer sur cette occasion-là, par exemple. Je crois que c'est la seule qu'on a, d'ailleurs, en seconde mi-temps, il me semble. T'as la frappe, t'as le drop de Rosario en toute fin de rencontre aussi. Ouais. Non, t'as la frappe de Lotomba aussi quand il fait ça. Oui, dans le petit filet extérieur, effectivement. Ah oui, bon, ouais. Ça c'était dommage aussi parce que justement il y a un manque de clairvoyance et beaucoup de maladresse, je trouve, dès qu'on arrive dans la surface. Justement, on dirait qu'à chaque fois tous les joueurs paniquent, c'est terrible et on loupe un nombre d'occasions qui est assez considérable. Bon, là on n'a pas eu beaucoup d'occasions, donc on peut pas dire qu'on en a loupé non plus des tonnes, par exemple par rapport au match contre Slovako. Oui. Mais c'est toujours dommage, je trouve que bon là c'est sûr on marque dans le jeu, mais encore une fois c'est pas un but construit, c'est pas un but où t'as des joueurs qui... En fait, ça manque d'intelligence de jeu. T'as pas de vrai automatisme, d'intelligence. Ça a du mal à jouer ensemble, à concrétiser. Et moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est qu'encore une fois, on mène 1-0. Tu te dis, bon, c'est bien, on mène 1-0, on est dans le match. Auxerre a un tout petit peu la tête sous l'eau quand même à ce moment-là. Je trouve on commence à prendre l'ascendant et on se laisse aller. Et du coup, petit à petit, jusqu'avant la mi-temps où on se prend le but, où on c'est sur un coup de pied arrêté, Auxerre égalise. Et c'est tout le temps la même chose. On se laisse tout le temps aller, on n'arrive pas à capitaliser sur les bons moments, on n'arrive pas à faire plus de différence que 1-0, en fait, on n'arrive pas à aller plus loin. Et bon, à part contre 3 la semaine dernière, mais on n'arrive pas en général à le faire. Et c'est très frustrant parce qu'à chaque fois, en plus, dès qu'on fait une petite erreur de marquage, une petite erreur, je sais pas, de placement, on la paye cash. À chaque fois, on la paye cash. Ouais. Et là, justement, l'erreur sur le corner, elle est plus sur Gaëtan Laborde qui laisse un petit peu de marquage sur Nuno da Costa. Mais je veux dire, ouais, c'est une erreur. Bon, s'il n'y a pas but, bon, on la voit pas l'erreur. On se dit, bon, tant pis, voilà. Et encore une fois, on fait une erreur, on la paye cash. Et ça aussi, c'est vrai que cette année, on n'est pas bon. Hein. Voilà, on peut le dire, on n'est pas bon. Mais aussi, on n'a vraiment pas de chance, quoi. C'est ce que je vous disais en off tout à l'heure. Je trouve qu'on n'a pas de chance sur la blessure de Delors. On n'a pas de chance devant les buts. On manque un petit peu de réussite aussi, et certaines fois ça nous aiderait un petit peu peut-être à prendre aussi la confiance. Mais c'est pas une excuse, voilà, il faut pas prendre ça comme excuse sur le fait que nos matchs ne sont pas bons et qu'on loupe beaucoup trop d'occasions. Alors j'entends ce que tu dis par rapport au manque de chance, mais on manque d'intelligence de jeu, et tu l'as très bien dit, parce que je trouve que notre jeu, il est d'un mécanique déconcertant. C'est-à-dire que tu fais droite, gauche, et puis, il n'y en a pas un qui bouge. Ils sont tous à l'arrêt. Tous. Et puis, tout le monde se regarde et on joue en marchant, on joue bien arrêté. Puis, on ne crée pas de décalage par la passe. Et puis, dès qu'il y en a un qui a le ballon sur le côté, il se dit, bah tiens, je vais centrer. Mais regarde si tu as des partenaires dans la surface de réparation. J'ai en tête 2-3 centres, notamment en seconde mi-temps, de Melvin Barr. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais j'en peux plus. Ça devient de plus en plus compliqué. J'ai 2-3 centres de Melvin Barr où il ne regarde pas ce qu'il y a dans la surface et il envoie
soit le ballon sur son défenseur direct, soit au 5e poteau. Et je me dis, mais comment c'est possible de se prétendre joueur de foot et de ne pas avoir l'intelligence de se dire, je prends le ballon, je regarde, je prends l'information, je fais mon geste. Non, ils prennent, parce qu'ils sont plusieurs à faire ça, ils prennent le ballon, ils ne réfléchissent pas, ils envoient le ballon dans la surface. Et il y a un deuxième truc qui me gave, c'est que quand on veut faire des centres, quand on arrive à faire du décalage, le seul truc qu'on sait faire, c'est le centre rentrant, brossé sur le gardien. Pas une fois, on a réussi à prendre le dessus. Et après, je ne parle pas du fait qu'on n'arrive pas à faire des passes à 3 mètres parfois. Ouais, je voudrais rebondir là-dessus, justement, ce que tu dis, Alric. Moi, ce que j'ai trouvé inquiétant sur ce match-là, est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part, vous allez me le dire, mais en fait, j'ai l'impression que dès qu'on essaye d'enchaîner les passes, et on a les joueurs pour, hein, mine de rien, enfin, je sais pas, Ross Barkley, Mario Lemina, Kefren Turam, pour ne citer que au milieu de terrain, mais aussi Gaëtan Laborde, qui est beaucoup redescendu au cœur du jeu, et d'autres, ils ont quand même la qualité technique suffisante, et ils l'ont prouvé, soit à Nice, soit dans leur club précédent, comme quoi ils étaient quand même capables d'enchaîner 2-3 passes, 2-3 combinaisons. En fait, tu as l'impression, et moi ça m'a vraiment, vraiment marqué avec Ross Barkley, pour lequel j'ai du coup beaucoup de mal depuis son arrivée à l'OGC Nice, c'est qu'en fait, tu as l'impression que toutes les passes sont toujours soit un peu trop molles, soit 1 mètre derrière, du coup le joueur la prend un peu de Ça, dos ouais. ou un peu à l'arrêt, et en fait, tu as l'impression que dès qu'on essaie de faire des passes, ce n'est jamais le bon geste, c'est toujours des déchets techniques qui font qu'en fait, on n'accélère pas le jeu en faisant des passes, qu'elles soient même vers l'avant ou latérales quand elles ne sont pas directement vers l'arrière. Mais en fait, à chaque fois, le geste n'est pas totalement maîtrisé. Du coup, tu peux pas dire que c'est une passe ratée parce que c'est pas une passe directe à l'adversaire, mais c'est une passe qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, tu mets en difficulté ton coéquipier qui doit du coup reculer d'un pas, la contrôler. Donc, tu sais déjà que l'espace qu'il peut avoir devant lui, il est fermé. Et après, le temps qu'il prenne l'information et qu'il regarde à qui la transmettre pour refaire lui-même une passe à moitié pourrie, en fait, tu sais que ton action, elle a déjà été tuée dans l'œuf. Est-ce que Ouais, est-ce que non, c'est mais je moi, et suis je ne d'accord blâme avec pas ça. uniquement Ross Barkley, hein, même si sur lui, ça m'a vraiment marqué, parce que en contrepartie, tu as quand même une grosse activité de sa part, et tu sens qu'il y a une vision du jeu qui est supérieure à la moyenne, donc tu te dirais, avec un peu plus de réussite dans les passes, ça pourrait vraiment être un playmaker très intéressant. Mais là, aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé que toutes les tentatives qu'on a faites d'essayer de combiner, à chaque fois, à cause du mauvais geste technique, et tout de suite, tu savais que ça n'allait pas aller plus loin. Et à Ouais, chaque fois que tout tu à as fait. le. Excuse-moi, juste, je finis, après je te laisse la parole, Jérémy. Et à chaque fois que par contre, il va dans le sens du jeu, il a la vision d'une passe qui était un peu cachée. Je Mm. pense notamment à cette passe qu'il veut faire à Antoine Mendy. Oui. Mais si celle-là, elle passe, mais c'est magnifique, mais tu as un pied, un ongle qui dépasse, un cheveu, une couille, j'en sais rien. Mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Et ça, c'est emmerdant parce que, comme tu le dis, on a des joueurs qui sont capables de faire des différences, ne serait-ce que par leur toucher de balle. Et j'ai l'impression que comme autour d'eux, ça ne bouge pas, ça ne propose rien, et c'est complètement à l'arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, ils sont un peu, tu sais, pris dans cette morosité footballistique. Je dis pas qu'ils sont au top niveau, hein, mais eux qui ont quand même un niveau qui est quand même intrinsèquement supérieur au reste de l'effectif, je pense qu'ils sont englués dans cette morosité qui est la nôtre, parce que typiquement, enfin, la passe que veut faire Barclay à Mendy, c'est la bonne passe, c'est ça une passe dans le jeu. Et un dernier truc que je dirais avant de laisser la parole à Jérémy, ce qui m'a gonflé, et c'est ce qu'on a vu une fois, je crois, dans le match, c'est Alexis Beka qui le fait, le dépassement de fonction. Il n'y a personne qui prend la responsabilité. Alors peut-être Jordan Lutomba, Mm. avec le manque Il de n'a rien réussi, mais qui a au moins essayé. Voilà, il n'a rien réussi, c'est clair. C'est Mais horrible de se contenter de ça, mais en attendant, c'est celui qui a essayé le plus de remonter le ballon. ouais, alors je suis d'accord, mais le problème c'est qu'il couple ça à une intelligence de jeu qui Oui. creuse le sol. Parce que son action, où on m'a dit que j'étais mauvaise foi d'ailleurs, mais son action où il frappe au but dans le petit filet, ils sont deux dans la surface. Mm. Et le décalage est fait. Mais joue, fais la passe. Mais non, tu veux marquer ton petit but, tu veux faire le héros, j'en sais rien ce que tu veux faire. Mais voilà, tous ces trucs qui sont mélangés, enfin qui sont mélangés les uns aux autres, ça donne une bouillie de football, alors que tu as des joueurs qui ont un putain de talent intrinsèque. Mm. Jérémy, du coup, après nos 2 monologues, désolé, c'est pas confortable de passer en dernier, forcément.
Non, pas de souci. Non, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est justement ce que je crois que j'avais commencé à en parler contre 3 justement en Mmh. fin de match, quand on avait des passes. Justement, on fait toujours des passes un petit peu lentes. On dirait qu'on est un peu dans un certain confort, alors un confort qui n'a pas lieu d'être, hein, parce que Mmh. tu domines pas un match 4-0 par exemple dans ce cas-là. Mais il y a toujours un espèce de confort en mode oui bon là on fait la passe, si on la loupe c'est pas grave, on verra plus tard, on la fera. Enfin il y a toujours un petit peu cette espèce, c'est pas de la nonchalance je trouve, mais une certaine forme de comment dire, bon on va le faire plus tard. C'est toujours il n'y a pas d'acte tout dans l'immédiat. C'est un peu compliqué d'expliquer, mais j'ai cette impression-là. Et c'est ça de match en match. Ce qui me frustre, c'est que les débuts de match, par exemple celui-là, est plutôt bon. Je trouve c'était assez cohérent, sans être flamboyant. Il y avait quand même une cohérence. Et en fait, petit à petit, tu as l'impression qu'ils sont concentrés dans leur match et que petit à petit, ça s'étiole en fait. T'arrives pas à rester constant dans un match et à rester concentré, à vraiment jouer en équipe. Donc tu as des joueurs qui des fois vont perdre leur concentration, d'autres qui vont la reprendre, puis inversement. Donc en fait, t'arrives pas à avoir vraiment une équipe. T'as vraiment 11 joueurs qui sont là, mais qui arrivent pas à être ensemble en même temps sur leurs actions, à être cohérents. Et tu as une forme de... Pour moi, ce qui a vraiment manqué, c'était qu'on avait trop peu de justesse technique. Aujourd'hui, on a beaucoup de Ah, passes. ça, Mmh. Enfin, même sur Amazon, ils en parlaient en début de match que c'était un des domaines où on était très très faible, surtout dans la surface adverse. On a beaucoup trop de faiblesses techniques. Et justement, aujourd'hui, il a manqué un joueur qui est super important, qui s'est blessé jeudi soir, c'est Sofiane Diop. Mmh. En fait, t'as pas Sofiane Diop, t'as aucun joueur qui arrive à créer du mouvement, qui arrive à créer du décalage, qui porte le ballon devant, et justement qui arrive à jouer entre les lignes, qui fait vraiment des différences. Donc t'as de temps en temps un Gaëtan Laborde qui arrive à garder un peu le ballon dos au but, Pépé mais qui arrive à offensivement, faire c'est deux, une trois escroquerie passes. sur ce match-là, hein. Mais voilà, en fait, t'as pas, justement, t'as Laborde et VP, j'ai trouvé qu'ils devaient trop souvent redescendre. Donc, du coup, si eux redescendent, ben, t'as personne haut sur le terrain. Donc, du coup, il manque vraiment ce joueur au milieu, quand Sofiane Diop est pas là, qui arrive à te créer ce lien qu'on avait justement ben, les matchs contre Paris 3 et Paris 3, ouais, où justement tu avais un peu ce lien au milieu de terrain, où tu avais quelque chose, et un peu plus de cohérence. Là, aujourd'hui, en fait, t'as trop peu de joueurs qui sont créatifs, trop peu de joueurs qui ont cette envie d'aller vers l'avant et qui ont aussi cette capacité d'aller vers l'avant parce que c'est pas si facile. Et après, tu as des latéraux. Alors, j'ai pas trouvé qu'ils ont fait un match mauvais, Barre et Lotomba. Voilà, je vais pas, pour une fois, je vais pas trop critiquer Lotomba. Mais voilà, comme on a dit, en fait, c'est trop peu offensif, je trouve, pour des rôles de piston. Alors on a Atal et Brian qui justement sont très offensifs et défensivement des fois, surtout Brian, ils sont un peu moins bons. Et là justement on a deux latéraux qui sont plutôt bons défensivement, ça va, ils font le travail, mais offensivement ils apportent beaucoup trop peu en fait. Et ça justement après t'as trop peu de solutions pour apporter le danger devant. Ouais, mais le problème, c'est que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu n'apportes pas trop le danger, donc tu te crées pas d'occasion, donc tes attaquants, ils se mettent pas dans la surface pour réceptionner des centres que tu pourrais leur faire. C'est un peu, tu vois, Ouais, c'est c'est un un peu cercle vicieux. un cercle vicieux. Et C'est ça. je vais être un peu abruti en disant ça, aux yeux de certains, je pense, mais je préfère que tu aies des latéraux qui soient ultra offensifs, qui font, pardon, bon, où il y a de la différence. J'arrive pas à la conjugaison là tout de suite. Où il y a de la différence, où ça propose des centres, parce que Atal et Brian ont montré deux trois trucs intéressants, et où les attaquants se disent ok, on a des ballons à bouffer, où c'est un peu plus léger défensivement, plutôt que d'avoir des joueurs qui sont moyens défensivement et qui n'apportent pas grand-chose offensivement. Enfin, je veux dire, on dirait qu'il s'est quand même fait violence Lotomba pour arriver à proposer deux trois trucs. Et je suis désolé, dans le système de Lucien Favre, tu peux pas te contenter du moyen. Il faut que tes latéraux ils prennent une part entière dans la construction du jeu et dans la dangerosité que doit provoquer l'équipe. Là, malheureusement, c'est trop moyen, Mais c'est trop médiocre. est-ce que tu as ces joueurs, Alric, tout simplement? À part Youssef Attal, bien entendu, on va pas revenir là-dessus, mais est-ce que les 3 autres latéraux que tu as dans l'effectif sont à même Je pense que de Brian peut remplir cette apporter, mission? Moi, j'ai je un pense gros que doute De parce Bruyne peut apporter quelque chose d'intéressant. bah, Ouais, Joe je pense. Bryan, c'est un peu plus offensif, mais enfin, désolé, on l'a vu face à Slovako déjà, offensivement, ça te coûte quand même probablement le premier but et en plus de ça, c'est mieux que Melvin Barr en termes de qualité de centre, mais enfin bon, c'est pas non plus, d'Albert ou Ricardo Ah Pereira, non, mais j'ai pas dit là. très loin de là même. Donc en fait, ça t'apporte un peu plus de mouvement vers l'avant, mais sans non plus te transformer, bah,
offensivement tes solutions tout en te fragilisant derrière, un peu comme Jordan Lotomba de l'autre côté, hein, qui a essayé, comme on a vu, mais qui n'a pas réussi à être décisif non plus. Est-ce que c'est pas ça, tout simplement, en fait, la qualité relativement moyenne des latéraux qui fait qu'on ne peut pas faire ça, davantage que des consignes ou des intentions de jeu? Est-ce que c'est pas tout simplement le Ah ben oui, manque de évidemment que la qualité qualité ou est moyenne. l'erreur de profil de ces joueurs-là? Évidemment que la qualité de nos latéraux elle est moyenne, et évidemment que ça ne peut pas porter ses fruits dans le système de jeu que privilégie Lucien Favre. Mais aujourd'hui, t'as pas d'autre choix. Donc oui, je préfère que j'ai des joueurs qui sont un peu plus médiocres défensivement, mais qui eux, par contre, n'aient pas peur, encore médiocres, pas pour Youssef Attal, mais qui n'ont pas peur d'aller prendre leur couloir, parce que c'est ce qu'on leur demande hein, en tant que latéraux dans le système de Lucien Favre. Plutôt que d'avoir des joueurs qui allez pas trop vite, pas trop longtemps. Hein, je tente une passe, peut-être une percée, mais bon, faut pas trop m'en demander parce que je sais pas faire. Non, c'est pas possible. Moi, ce que je comprends pas, c'est justement ça. C'est des latéraux qui apportent pas grand-chose ou quand ils apportent, c'est trop médiocre. C'est médiocre. Et le problème, c'est que tu mets pas en confiance tes attaquants quand c'est comme ça. Moi, j'aimerais que mes attaquants, notamment mes deux neufs, hein, je disais que la board c'était une escroquerie, mais sur ce match-là, il a un bon jeu de haut but, il n'y a pas de problème, il conserve, il décale, ok. Dans la surface, il n'a pas eu une seule action. Andy Delors, je peux lui reprocher plein de choses, notamment le fait que parfois il est un de QI et qu'il frappe dans toutes les positions. Mais au moins, il est présent dans la surface. Ce qui était sa qualité la saison dernière, mais bon, vu qu'il y avait la réussite, forcément, voilà. Mais il est on présent s'en gargarisait. il est présent dans la zone de vérité, que ce soit aux abords de la surface ou dans la surface. Gaëtan Laborde aujourd'hui, je ne l'ai pas vu offensivement. Alors oui, il s'est fait bousculer légèrement dans la surface et ça aurait pu provoquer un penalty, mais vous avez d'autres faits d'armes à mettre à son actif? C'est vrai que Gaëtan Laborde est un joueur précieux collectivement. Moi, j'ai vu des remontées de balles, ou en tout cas des combinaisons assez intéressantes, mais c'était à 30 ou 40 mètres des buts. Donc en fait, Ah ouais. dans les 20 derniers mètres, soit il était cramé, il faisait pas le bon choix, soit il a même eu assez peu d'occasions de se mettre en valeur. C'est d'ailleurs assez préoccupant. Je vous propose un peu d'ouvrir le dossier sur Gaëtan Laborde. Je pense qu'on va pas non plus faire 1 heure d'émission parce qu'on a déjà beaucoup de redites par rapport au match précédent. Hein. Malgré tout, le gym est quand même malade et je pense qu'on a déjà distribué des cartons rouges à tout le monde. Peut-être pas autant que les arbitres de Ligue 1, mais pas loin. C'est abusé quand même. Gaëtan Laborde, c'est assez inquiétant dans la mesure où on était content, peut-être pas tous contents de cet échange plus argent avec Rennes contre Amine Gouiri, mais en tout cas on se disait que dans la mesure où Amine Gouiri partait, faire venir Gaëtan Laborde, un joueur qui avait connu une excellente saison avec Rennes la saison passée, dont on connaissait l'entente avec Andy Delors qui allait être de toute façon la star de notre attaque, c'était au minimum un moindre mal, si ce n'était même une franche bonne idée. Depuis le début de la saison, c'est extrêmement compliqué pour Gaëtan Laborde de se montrer, de se muer en buteur, d'être décisif, tout simplement. Est-ce que c'est un joueur tellement dépendant du collectif et d'un collectif bien huilé comme à Rennes qu'au final, dans le collectif malade de l'OGC Nice, il n'a de toute façon aucune chance de faire mieux? Ou est-ce qu'on peut aussi y voir une certaine responsabilité individuelle avec une difficulté pour lui d'être présent dans la surface, d'être bon dans ses choix, d'être bon dans son dernier geste? Ouais, dans les faits, pour l'instant, malheureusement, c'est pas suffisant. Nous, justement, on attendait de lui un petit peu comme Andy Delors l'année dernière, surtout en fin de saison, un attaquant justement pragmatique qui marque, en fait, qui arrive à mettre beaucoup de buts, qui soit réaliste. Malheureusement, d'un côté, il n'a pas assez d'occasions, et d'un autre côté, j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment ce qu'il faut pour en avoir beaucoup. Je trouve qu'il fait beaucoup de courses un peu dans le vide parce qu'il est un peu seul devant. Après la sortie d'Andy Delors, j'ai trouvé justement qu'il courait un peu tout seul devant, donc c'était un peu compliqué pour lui. Je le trouve un peu esselé, donc comme tu dis, je pense qu'il a besoin d'être dans un collectif qui bouge tout simplement, qui aille tout le temps vers l'avant, où tu as des déboulements de passes, des 1-2, des décalages comme à Rennes l'année dernière et comme à Rennes cette année de toute façon. Je trouve que justement ça... D'un côté, on peut dire que pour l'instant, il fait pas ce qu'il faut. Et comme je le dis, dans les faits, c'est pas suffisant, mais il est aussi trop, on peut pas lui demander de faire des miracles, alors qu'autour de lui, ça bouge pas assez.
En début de match, quand il y avait Andy Delors à ses côtés, justement, j'ai commencé, il y avait quelques automatismes, ils se recherchaient un petit peu tous les deux. Je me suis dit, peut-être enfin on va un peu voir les deux ensemble et les deux qui vont pouvoir combiner et se pousser un peu l'un l'autre. Bon, après, il y a eu la sortie de Delors, donc on n'a pas pu vraiment voir ça. Mais pour le moment, il n'arrive pas vraiment à combiner avec ses coéquipiers et à vraiment se procurer des occasions. Comme l'a dit Elric, il n'a pas eu d'occasion aujourd'hui en fait. Il a Disons couru dans le vide et il a joué dos au but. Et disons que contrairement à un Nicolas Pepe, par exemple, qui a des qualités athlétiques et d'élimination, un contre un et de vitesse certaines, même si on les a encore trop peu vues à notre goût, mais un Nicolas Pepe, voilà, avec ces qualités-là, sans dire qu'il peut se faire un but ou une occasion tout seul, il est peut-être moins dépendant du collectif qu'un Gaëtan Laborde qui joue sur d'autres qualités de placement, de passe, de combinaison, ce qui explique peut-être qu'on l'a moins vu jusque-là. Après, bien entendu, il y a peut-être d'autres questions individuelles à soulever. Et avant de passer la parole à Alric, je voudrais après qu'aussi on évoque peut-être la question et la dimension physique de tous ces joueurs qui semblent en fait, en plus d'être peu concernés, qui semblent systématiquement dans le mal en fait également dans les duels, dans la durée du match, à l'exception peut-être des 2-3 stars, on va dire de l'équipe, 2-3 chouchous des supporters. Je pense notamment à Jean-Claire Todibo et à Mario Lemina qui ont encore répondu présents dans cette épreuve. Alric, du coup, par rapport à Gaëtan Laborde, un peu victime de ce manque de collectif de la part de l'OGC Nice, ou est-ce que c'est aussi à lui de se remettre en question et plus largement à toute l'équipe de se remettre en question en termes d'implication et d'intensité physique? Je pense qu'il est, en tant qu'attaquant, il est victime, il est un peu trop mis à l'écart dans le sens où le collectif autour de lui n'arrive pas à le mettre en valeur. Après, je lui reprocherai parfois de ne pas être suffisamment présent à la surface. Il y a eu plusieurs occasions aujourd'hui où tu as 4 joueurs aux abords de la surface, mais il n'y en a pas un dans la surface. Et je veux dire, un joueur comme lui, il faut qu'il soit dans la surface. Il faut qu'il soit un aimant à ballon. Je ne dis pas que c'est un renard des surfaces ou autre, parce que ça, c'est plutôt le profil, je dirais, d'Andy Delors. Mais il faut que ce soit un aimant à ballon dans la surface. Et ils sont trop esselés, les attaquants. Enfin, je veux dire, ils sont trop peu proches du point de pénalty. Voilà. Et deuxième chose, tu m'as posé une question, mais je m'en souviens plus. Sur la dimension physique de cette équipe qui semble à la peine, je prenais l'exemple de Gaëtan Laborde, du coup, qui physiquement a du mal à peser sur le jeu et sur les défenses adverses. On peut aussi faire le parallèle avec Pablo Rosario, mais si on va pas en parler plus longuement, qui physiquement, alors que c'était l'une de ses principales qualités, c'est un peu fait marcher dessus aussi dans cette rencontre. C'est quoi? C'est un problème de préparation physique selon toi plus global, ou est-ce que c'est ils ont tous pris un coup sur la tête avec ce début de saison moribond, et du coup quand tu vas pas à la guerre le couteau entre les dents, forcément c'est tout de suite un peu plus compliqué d'exister? Honnêtement, je sais pas. Moi, je suis passablement énervé par rapport à une chose, c'est que, enfin, à la 80e minute, Auxerre avance plus. Tu es en train de faire le siège devant leur but. Si, il y a deux, trois banderies qui passent, mais bon, pas fou, quoi. Et tu te dis, ok, on va réussir à le rentrer dedans. Mais ça, ce que tu vois en fin de match, tu aurais dû le voir tout de suite. Et c'est ce qui m'énerve depuis le début de saison, c'est qu'on a des joueurs qui sont trop gentils. On rentre pas dans l'art. On rentre pas on met pas de l'impact physique. On a même des joueurs anglais, je pense. Je pensais à Barclay. Je sais pas, mets le pied, mets l'épaule, mets un truc. Alors oui, on va me dire oui, mais on prend des cartons rouges quand on est un peu trop virulent. Oui, enfin, ça arrive pas tous les week-ends non plus. Faut se calmer. Je veux dire, Ça n'arrive qu'à Jean-Claire Todibo quasiment, le pauvre, d'ailleurs, mais Jean-Claire Todibo, mais parce qu'il il a affaire à des arbitres qui ferment les yeux quand ils sont sur le terrain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, l'action de Nuno da Costa sur Rosario, c'est ça qu'il faut voir. Et on a les joueurs pour ça. On a Mario Lemina qui le fait, mais il est trop seul. On n'a pas 11 Lemina sur le terrain dans l'impact physique. Je regrette, par exemple, que Ross Barkley ou même Aaron Ramsey, ils mettent pas un peu le côté anglais dans notre équipe. Alors, ils sont très bons, hein, techniquement, il y a des choses intéressantes. Mais moi, j'aimerais qu'à défaut de pouvoir faire du beau jeu, parce que pour l'instant, on n'a pas le niveau de faire du beau jeu, on mette du vice un peu. On rentre un peu dans l'art.
que les joueurs en face ils se disent ok, on va falloir qu'on fasse attention parce qu'on va s'en prendre quelques-unes. Ah, c'est un peu moche comme football, mais ça me fait penser un petit peu au discours de Laurent Ciara, entraîneur de basket, que Donc, à retourner cette semaine sur voilà, les réseaux sociaux, effectivement. il faut que on soit des tueurs sur le terrain. Il faut qu'on retrouve un peu cet état d'esprit parfois un peu bourrin au milieu de terrain. Parce que c'est là que tu gagnes la bataille dans un match de football, c'est au milieu de terrain. Donc si tu gagnes la bataille physiquement au milieu de terrain, devant, tu vas faire suffisamment le taf pour que le bloc adverse recule parce qu'ils n'auront pas envie de prendre des coups et tu vas te libérer les espaces. Voilà. Mais après, le jeu Cabodito, le redoublement de passes, le truc à 3 que j'ai vu là en fin de match entre Lotomba, Rosario et Pepe collés à la ligne pour essayer de se sortir d'un pressing. Non mais c'est nul, ça, vous savez pas faire ça. C'est nul. Envoyez les parpaings devant et puis essayer de vous dépatouiller, de faire des choses, de faire un semblant de football. Mais voilà, je trouve que on manque de vis, on manque d'impact physique. Alors je dis pas qu'on manque d'envie parce que quand même en fin de match on a essayé de créer des trucs, mais ça arrive trop tard. Ça arrive beaucoup trop tard. Il y a trop peu de choses qui sont trop peu de certitudes et le problème c'est que j'ai l'impression que ça se répète pas forcément que depuis le début de la saison, mais même sur ces dernières saisons plus généralement. Je pense qu'on peut au moins remonter à 2 entraîneurs auparavant. On avait déjà ce discours dans cette émission et dans les précédentes. C'est ça. Jérémy, juste avant de passer sur l'ouverture de nos dossiers perso, hein, comme on a l'habitude de faire en fin d'émission, juste pour suivre ce que disait Alric, les gens qui écoutent cette émission et qui nous suivent sur Twitter savent que je ne partage pas forcément cet avis sur la nécessité d'en passer par du jeu, mais sans lancer le débat sur l'avenir de Lucien Favre, je pense qu'on peut réserver ça à notre émission bilan de la phase aller et de la trêve pour cause de Coupe du Monde. Mais pour commencer un peu à évoquer ça, c'est si aujourd'hui l'OGC Nice a besoin, comme le dit Alric, en supposant que ce soit vrai et qu'on soit d'accord avec ce constat, mais besoin de revenir à quelque chose d'un peu plus physique, avec un peu plus de vis. Alors Alric, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris que tu ne souhaitais pas que ce soit Pascal Duprat le prochain entraîneur de l'OGC Nice. Hein, bien entendu, on n'est pas dans cette extrémité-là. Mais voilà, si jamais aujourd'hui l'OGC Nice doit remettre un peu, on va dire, la tactique, le développement d'un jeu léché au second plan, est-ce que selon toi, Lucien Favre est capable de faire ça, ou est-ce que à partir du moment où on arrive à ce constat-là, avec Lucien Favre sur le terrain et avec Lucien Favre sur le banc et les joueurs dont il dispose sur le terrain, plus exactement, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un axe de progression, en tout cas un pansement réaliste pour les prochaines semaines? De tout ce qu'on a dit sur cette émission et les précédentes, de toute façon, on a un problème de fond qui est pour moi, en fait, qu'on a des joueurs qui sont sur le terrain parce qu'ils doivent être sur le terrain. Ils n'ont pas forcément envie de gagner les matchs ensemble, ils n'ont pas forcément envie de faire des performances ensemble. Ils sont là parce qu'en fait, t'as l'impression pas qu'ils sont forcés d'être là, mais ils sont sur le terrain, donc on va essayer de faire des choses, et on va essayer de gagner des matchs parce que il faut en fait, pour faire plaisir aux supporters, Mais c'est parce que c'est leur travail, mais j'ai pas l'impression qu'il y a cette envie commune de, par exemple, aller loin en championnat, faire une grande saison, aller loin en Conference League. J'ai pas l'impression qu'il y a cette envie et cette aura autour du groupe, cette cohérence, mais pas forcément que sur le terrain, cette envie de créer un groupe et de vivre ensemble, de faire quelque chose. C'est l'impression que j'ai cette année. Alors, on va un peu jouer de prolongation dans cette émission, mais je te laisse la main et je te pose la question de façon plus crue, on va dire, à la lumière de ce que tu dis. Est-ce qu'en fait, tu penses qu'il y a un problème de vestiaire et qu'il y a une ambiance de merde dans ce groupe? Ce qui, en plus de ça, est quand même souligné par les récentes déclarations et les récents dossiers qui ont pu sortir depuis le début de la saison. On se souvient des déclarations d'Evan Guessant qui disait qu'il était très content d'arriver à Nantes dans un vestiaire où tout le monde s'entend et où il y a l'état d'esprit d'une famille, que ça a changé de l'OGC Nice la saison passée. Bon, de nombreux joueurs ont changé, mais ça donnait bien une indication sur l'année dernière. Les révélations sur Christophe Galtier, sur lesquelles on ne va pas revenir. Les scuds envoyés en conférence de presse et en déclaration d'après-match par Dante, qui est quand même d'habitude le plus lisse et le plus politiquement correct d'entre nous, plus ce qu'on voit sur le terrain et ce que tu nous dis là sur les dernières minutes de ce podcast. Voilà, est-ce qu'il y a un problème dans ce groupe, tout simplement, qui est à l'origine de tous les autres maux? Est-ce qu'il y en a peut-être, mais en tout cas moi j'ai l'impression, oui, parce que donnez-moi votre avis. Moi j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui a envie de jouer ensemble et qui a envie de faire des choses ensemble. Il n'y a pas d'osmose. Et là où, par exemple, pour répondre à ta question sur Lucien Favre, tactiquement, bien sûr qu'il peut trouver des solutions parce qu'on a vu du mieux déjà depuis le match contre Paris. Par contre, moi où j'ai un énorme doute,
c'est dans la préparation mentale de l'équipe. Moi, j'ai l'impression qu'il a pas forcément, il a un discours qui est pas forcément peut-être entendu, qui est pas forcément suivi, pas par sa faute, c'est juste que le lien ne se fait pas forcément. Et de toute façon, ça rejoint aussi quelque chose qu'on disait sur la communication du club. Le problème, c'est que tu as l'impression que tout est lisse, rien ne sort, à part quelques problèmes qui sont sortis dans la presse, mais tu n'as rien de vraiment positif d'un groupe qui vit. Donc voilà, bon, on souhaite de temps en temps joyeux anniversaire à un joueur sur Twitter, on met 2-3 photos de l'entraînement, mais t'as rien de joyeux, en fait. C'est bête, hein, mais t'as rien de vivant, de joyeux, en fait, cette saison. Ce qu'on Dans la avait au vie du début de club. saison de l'année dernière, où tu Voilà. avais certes une équipe qui avait un plan de jeu établi, c'est on met tout sur la défense et on joue en transition. Et en plus, ça marchait bien puisque on marquait des buts et On c'est marquait plutôt plus de buts cool. qu'on avait d'occasions, hein, Voilà. au moins Ouais, c'est l'été ça, c'est dernier. ça. Non, mais c'était plutôt cool. Et surtout, on avait l'impression que, ok, bah, tout était fédéré autour d'un entraîneur. On en pense qu'on veut, mais Mm. c'était le cas l'année dernière. À l'instant, à ce moment-là, c'est qu'il y avait un entraîneur qui avait fédéré un groupe, qui avait envie de se battre tous ensemble. Ok, c'était pas toujours C'est ça. fameux, Mm. mais ça gagnait des matchs, ça a fait un super parcours en Coupe de France. Mhm. Et ça, si t'as pas un groupe qui est, comment dire, qui est réuni, qui se bat les uns pour les, enfin, dont les joueurs se battent les uns pour les autres, tu n'arriveras à rien. Alors, il y a des problèmes dans le vestiaire, probablement, mais surtout, j'ai l'impression que ils s'en battent les couilles de jouer ensemble. Donc, un peu pour revenir sur ce que disait Jérémy, je pense que c'est chacun pour sa gueule. Et le problème, c'est que chacun pour sa gueule, eh bien, parce que il y a des joueurs qui peuvent faire des différences. Je pense à Nicolas Pepe qui, même si son entrée n'a pas été incroyable, eh bien, c'était quand même pas mal mieux que certains titulaires aujourd'hui. Bizarrement, les remplaçants étaient pas trop dégueux. Je pense à un Kefren Turam qui pourra toujours faire la différence parce que techniquement, il a ce qu'il faut, mais collectivement, il se passera jamais rien si les mecs ne créent pas un groupe. Il n'y a pas d'équipe en fait sur le terrain. Il y a 11 plots qui se font des passes. Et puis tiens, en face, c'est pas très bon, donc on va réussir à planter un but. Ouais, on C'est n'a tout. pas la qualité technique du Paris Saint-Germain pour se permettre d'avoir un vestiaire où les mecs se piffrent pas, très clairement. Exactement. Mm. Ouais, Exactement. c'est ça. C'était en fait ouais, le fond de ma pensée justement, c'est que t'as pas une équipe, comme tu dis, t'as 11 gars qui doivent être sur le terrain parce qu'ils doivent y être en fait. Et parce que c'est leur métier. Sauf que enfin le foot avant d'être un métier, c'est un sport, une passion. Et il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas C'est ça. avant d'être bon techniquement, avant d'être bon tactiquement, il faut avoir envie, il faut être là, il faut être au duel, il faut être présent et croire en ce que tu fais, croire en ton équipe, en ton club, en tes objectifs. Et bon, c'est peut-être un peu, je vais un peu loin, mais moi c'est cette impression que j'ai qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer ensemble. Mm. En tout cas, depuis le début de la saison, il n'y a pas cette volonté commune, quoi. Donc Alors, elle regardez, n'a pas été construite de manière, comment dire, elle a pas été construite de manière cohérente oui, cette mais équipe. regarde quand Delors s'est blessé. Enfin, il y a personne qui allait le voir. Hein. Tout le monde est allé boire, Voilà. boire un Tout coup le d'eau monde allait boire un coup, quoi. Enfin, je veux dire, C'est enfin, exactement ce qu'a relevé le dans la mec de fournaise, Madrid. c'est peut-être un auxerroise. détail, C'était plus important d'aller boire que d'aller mais voir si ton collègue il avait pas la jambe en moins quand même. c'est Mais peut-être un détail, mais moi ça m'a frappé aussi de dire tu vois tout seul Delors et bon t'as les deux soigneurs qui disent bon on va faire le changement et t'as personne qui va le voir quoi. Enfin je dis mais et pour moi c'est révélateur enfin il y a pas d'équipe en fait. C'est pas une équipe qui a envie de jouer ensemble. c'est pas une équipe qui a envie de jouer ensemble. Et l'équipe court, hein. L'entraîneur, on ne sait pas si le message passe, comme tu disais, Alric, juste avant. En plus de ça, un entraîneur qui a été publiquement contesté dans la presse, même si après on pense ce qu'on veut de la véracité des informations qui sortent sur l'OGC Nice dans la presse. Mais bon, voilà, on se doute bien qu'il y a quand même une ambiance de merde avec, en plus de ça, les résultats décevants qui règnent autour du club. Messieurs, pour terminer cette émission, si ce n'a pas été déjà été fait de votre côté, hein, parce qu'il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Est-ce que vous avez un dernier dossier à ouvrir d'un joueur, d'un fait de jeu, d'une actualité autour du club, d'un événement dans les prochains jours dont vous souhaiteriez parler plus en détail? Moi j'en ai un, c'est juste la signature de Antoine Mendy et enfin les signatures du coup de Daouda Traoré et Antoine Mendy en pro. Ça fait plaisir de voir de jeunes qui signent pro, en espérant les revoir un peu plus souvent sur le terrain. Antoine Mendy qu'on a vu du coup est hein, rentré, aujourd'hui, qui voilà. est rentré 5 Ouais. minutes. Ça fait plaisir et ça fait un moment, il me semble, hein, qu'on n'avait pas des jeunes qui signaient pro comme ça et bon, pour Antoine Mendy surtout, qui faisait des apparitions dans le groupe. On a vu en plus lors de la préparation estivale qu'ils ont fait de très bonnes prestations. Daouda Traoré qui était vraiment impressionnant au milieu de terrain. Donc
je suis content en tout cas de voir qu'on peut garder au moins nos jeunes qui font de bonnes prestations, en espérant les voir sur le terrain et surtout en espérant qu'ils puissent concrétiser les espoirs qu'on a placés en eux. Ouais, moi j'ai un petit truc, bon c'est pas forcément un truc très positif, c'est que avec la blessure de Andy Delors et celle de Sofiane Diop, eh bien quoi qu'on en pense, on perd quand même des joueurs qui avaient un tout petit peu d'influence quand même sur le jeu. Andy Delors qui se révélait de plus en plus être intéressant en plaque tournante quand il était seul devant avec Diop et Pépé, et puis Diop qui était notre leader technique dans cette équipe. J'espère qu'on les reverra en 2022. J'ai comme un léger doute. Donc je suis assez inquiet. J'espère que le mercato d'hiver sera conséquent. Non pas forcément dans les sommes que tu vas dépenser, mais dans la cohérence des joueurs que tu vas recruter. Parce que là, pour le coup, c'est pas un mercato d'ajustement qu'il te faudra. C'est un vrai mercato de renforcement, voire comment dirais-je, de reconstruction. Voilà. Ça fait tout juste 1 mois et demi que le mercato d'été s'est terminé. Ça semble déjà être une autre époque et tu as l'impression qu'en fait, tu t'es créé un chantier davantage que tu as pu en résoudre. Et bon, ne revenons pas sur le mercato, on verra le mercato d'hiver, mercato importantissime, comme Lucien Favre se plaisait à le rappeler lors de sa conférence de presse de présentation. Il ne faudra pas lui ramener un Bassem Srarfi, un Mounir Obadi cette saison si on veut espérer quelque chose sur la phase retour. Phase retour, on n'y est pas encore. Pour ma part, je voudrais ouvrir un dernier dossier. Ça ne serait pas vraiment avant Tinissa si on ne parlait pas de Kasper Schmeichel. Alors rassurez-vous, l'idée, c'est de ne pas lui lancer des crottes de nez au visage. C'est qu'on allait éviter de le faire, mais non, voilà. finalement. Non, c'est pour dire Kasper Schmeichel aujourd'hui, du coup, qui très clairement n'est pas fautif sur le but. Hein. On peut dire que voilà, le marquage de Gaëtan Laborde, l'absence de joueurs au premier poteau sont sûrement beaucoup plus à l'origine de l'égalisation auxerroise qu'une faute de Kasper Schmeichel, qui a réalisé en plus de ça l'arrêt qu'il avait à réaliser en seconde période, même si encore une fois le ballon lui venait dessus. Par contre, ce qu'on se disait en off est vraiment essayons de ne pas voir ça et de vivre ça comme un acharnement, parce que encore une fois, même si on aime bien lui tomber dessus, ça ne nous fait pas plaisir et on aimerait que Kasper Schmeichel soit un plutocraque dans nos cages et que ça aille mieux. Hein. On n'a aucun intérêt, ni pour notre santé mentale, ni pour les audiences de l'émission, à ce que l'OGC Nice aille mal, bien au contraire. Mais Kasper Schmeichel, vraiment, encore une fois, sur ce match, a dégagé une impression, je vais pas dire, enfin, je serais presque prêt à dire malaisante, tant en fait, il n'est jamais rassurant, parce qu'il est toujours dans des demi-décisions. Moi, j'ai cette frappe, je crois, en deuxième période, trop croisée d'un Troyen qui passe au ras du poteau, où en fait, il hésite. Oui, mais tu vois, il s'avance, il hésite entre est-ce que j'ai besoin d'aller au sol pour la sortir ou pas. Donc, il pose un genou à terre, puis finalement, il se jette sur le côté. Et heureusement, du coup, effectivement, ça ne finit pas au fond des filets. Tu dis, il est toujours dans des demi-décisions comme ça, qui au final font flipper. Et même quand il n'est pas fautif, t'as du mal à en tirer du positif de sa performance. Alors que, comme on le disait en préambule de ce podcast, ce match-là, c'est quand même le match où normalement tu ne dois pas être inquiet quand tu es gardien de l'OGC Nice, voire même où tu peux t'en sortir avec un clean sheet. Ah bah oui, ça fait 6 matchs qu'Auxerre n'avait pas gagné, excuse-moi, mais oui, le clean sheet, il devait être presque évident. Même si, encore une fois, c'est pas de la faute de Kasper Schmeichel s'il n'y a pas de clean sheet aujourd'hui. Hein. Mais clairement, je suis fan de Kasper Schmeichel, je l'ai déjà dit, mais là, je vais le dire haut et fort, il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant parce que son putain de tic de lever les bras sur les côtés pour dire t'inquiète, c'est bon, je gère. Eh ben oui, c'est drôle quand la frappe elle passe 28 mètres à côté, mais quand elle fleure le poteau, tu dis non, c'est pas possible. Enfin, c'est clair que ce qu'on peut pas enlever à Boulka au-delà de son talent, c'est que quand il est dans les cages, je suis un peu plus rassuré quand même. Ça, je suis obligé de l'admettre. Et j'aimerais que Kasper Schmeichel, au-delà du fait qu'il fasse gagner les points, il soit rassurant. C'est qu'on ait un gardien qui inspire la confiance. En fait, j'ai l'impression, et je l'ai encore vu sur une action où ça a failli créer une mésentente. Encore une fois, c'est entre Viti et Schmeichel, où Viti ne sait pas si Schmeichel va sortir. Schmeichel ne sait pas si Viti va prendre le ballon. Mais parler, communiquer. Vous ne parlez pas la même langue, je suis d'accord, mais il y a bien des mots-clés que vous connaissez en anglais qui vont faire en sorte que vous allez vous mettre dans des situations confortables. Typiquement, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que la défense n'a pas non plus confiance en Kasper Schmeichel. Et même si j'avais vu 2-3 fois Mario Lemina
discuter et même parfois sermonner Kasper Schmeichel, où je me suis dit, ok, là, on a un capitaine qui est leader en même temps, ça peut être intéressant. Je regrette qu'effectivement, le garçon de 35 ans et avec une expérience monstrueuse qui est la sienne, n'arrive pas à se mettre en tête qu'il faut qu'il change peut-être sa manière d'appréhender les matchs et qu'il fasse en sorte de rentrer dans le collectif. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le collectif, encore pas toujours, et Kasper Schmeichel un peu esselé parce qu'il n'est pas rassurant et je le regrette bien évidemment. Jérémy, il n'est pas rassurant. Bon, ça, c'est une interprétation. En tout cas, c'est un sentiment que nos auditeurs et nos auditrices sont libres de ne partager ou pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, on est toujours à votre disposition pour débattre sur notre compte Twitter avant de signer ça dans les semaines en dehors des émissions, du coup. Mais plus que pas rassurant, il n'est tout simplement pas décisif. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on va distinguer le fait. Il n'est pas responsable de l'égalisation auxerroise. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire mieux, mais en tout cas, depuis le début de la saison, il n'est toujours pas décisif. Pour illustrer la différence, c'est ce qu'on a vécu ces dernières saisons avec Walter Benitez, où on était capable de dire les matchs où, grâce à lui, on récupérait des points, grâce à lui, on remportait les 3 points plutôt que le match nul. Pour l'instant, Kasper Schmeichel ne remplit pas ce vide laissé par le départ de Walter Benitez. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est le plus préoccupant pour les supporters de l'OGC Nice, peut-être, de se dire que tu as un gardien qui, même quand il n'est pas fautif, en fait, il est là, il n'est pas là, ça n'a pas d'influence sur le score final du match. C'est ça, je pense que vous avez tout dit. Au risque de vous paraphraser, c'est vrai que du coup, voilà, moi, comme je l'ai dit en off tout à l'heure, sur ce match-là, il a pas fait un mauvais match, mais il m'a pas rassuré non plus. Moi, la frappe sur le poteau de Auxerre en fin de match, il se lève les bras, puis en même temps, il se couche quand même. Puis en fait, il sait pas ce qu'il doit faire. Donc bon, heureusement, ça finit sur le poteau parce que s'il y avait eu but là, je pense qu'on en aurait parlé très longtemps. Mais oui, en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup parlé de Benitez. Certains l'ont critiqué, certains non. La seule plus-value qu'on a avec Schmeichel, c'est son jeu au pied qui est quand même très très bon. Ça, il faut le dire qu'il a vraiment un très bon jeu au pied. Après, voilà, comme tu l'as dit, le problème, c'est que, ok, c'est pas sa faute sur le but. Mais à chaque fois, on dit ça, mais il est pas décisif non plus. En fait, il rapporte pas de points, il fait pas d'arrêt très important. Alors oui, il fait un arrêt à un moment donné sur une frappe en seconde mi-temps, mais la frappe, elle est sur lui. Enfin, là, si tu arrêtes pas celle-là, tu arrêtes plus rien, je pense. Donc du coup, enfin voilà, pour un gardien de sa stature, encore une fois, on attend mieux. Voilà, après c'est pas de sa faute aujourd'hui, et là on en parle, mais on lui tombe pas dessus. Hein, voilà, c'est pas sa faute. Mais voilà, enfin moi en tout cas, j'ai hâte quand même que Marcin Bulka revienne et j'espère le revoir aussi parce que je trouve quand même que Marcin Bulka est meilleur et qu'il me rassure quand même beaucoup plus dans tous les domaines, que ce soit sur la ligne, dans le domaine aérien. Il est quand même beaucoup plus serein et rassurant. Donc j'espère que ça ira mieux pour Schmeichel, mais c'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas passé loin sur 2 ou 3 frappes de voir encore un but un petit peu où là où ça aurait pu être plus de sa faute que sur le but qu'on a encaissé en tout cas. Et indépendamment des... Je te coupe, Alric, pardon, hein, mais je te laisserai terminer l'émission. Indépendamment de la question d'être décisif, est-ce que Marcin Bulka l'est davantage ou pas? Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile de comparer les deux vu la différence de nombre de matchs joués. Mais en tout cas, Marcin Bulka, on parlait des problèmes collectifs d'entente au sein de cette équipe. Tu sais qu'en fait, Marcin Bulka, il s'entend déjà avec ses coéquipiers de défense centrale, qu'ils ont un passé commun. Il est plus apprécié. C'est Nice Matin, je crois, qui en parle. Il est très apprécié. Il est exemplaire au sein du club, sur le terrain, avec ses coéquipiers, avec les salariés. Donc en fait, forcément, il jouit déjà d'une aura plus positive et plus collective qu'un Kasper Schmeichel, sans rappeler les révélations de l'équipe pendant la trêve internationale. De toute façon, au minimum, n'a pas ce passé commun et n'a pas cette empathie avec ses coéquipiers, ce qui fait qu'en fait, en plus d'avoir un gardien qui n'est pas plus décisif, tu en as un qui ne favorise pas ta cohésion collective. Alric, je te laisse le mot de la fin. Deux petites choses. La première, pour rebondir directement sur ce que tu viens de dire, il y a quelque chose aussi qu'on avait dit dans la précédente émission, je crois, c'est que Marcin Bulka, en plus, il attire la sympathie. C'est un déconneur, il sourit, il s'amuse, on le voit dans les les rares images d'entraînement qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Kasper Schmeichel, on n'a jamais entendu le son de sa voix en dehors de son interview de présentation en tout début de saison. Donc ça crée déjà une espèce de distance et ça aide pas à l'intégrer au sein même
pas de l'effectif, parce qu'on vit pas à l'intérieur. De la famille rouge et noir plus C'est ça, largement. au sein même de la famille rouge et noir. Et la deuxième chose, c'est qu'on disait que Kasper Schmeichel, il n'est pas rassurant. C'est un fait avéré, mais je trouve que la défense, elle n'est pas rassurante non plus. Je m'explique. Auxerre n'a pas été ultra dangereux dans ce match-là. Mais pourtant, à chaque fois que le ballon arrivait dans la surface, je me suis dit, on va prendre un but de casquette. Il y en a un, il va réussir une frappe déviée, un contrôle mauvais, mais il va réussir à placer une frappe imparable à chaque fois. Et je trouve que même si on n'encaisse pas tant de buts que ça, eh bien, il y a un truc qui est cassé, même au sein de la défense, en dehors du gardien. Je trouve qu'il y a un truc qui est cassé. Ça respire pas la sérénité. Ça respire pas la sérénité. Alors le gardien, il est pour quelque chose, mais je trouve que nos adversaires nous transpercent trop facilement. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre un stop et qui va lui dire bon, c'est bon, maintenant t'arrêtes de bouger. Sauf peut-être Jean-Claire Todibo, mais c'est trop. Il est trop seul, même si Mathieu Vitti commence petit à petit à montrer vraiment de très très belles choses. Je trouve qu'on manque encore de sérénité. C'est fini l'époque où on disait non mais t'inquiète, le gardien il peut être mauvais une fois sur deux. De toute façon, il n'y aura aucun ballon qui arrivera jusqu'à lui. Voilà. Effectivement. Bon, la suite au prochain épisode qui va arriver un peu plus tard, hein, parce que pas de Coupe d'Europe cette semaine. Du coup, le GC Nice va avoir une semaine complète pour travailler, une fois n'est pas coutume, dans le rythme effréné de ces dernières semaines, depuis le début de saison, tout simplement. C'est la réception de Nantes qui attend le GC Nice dimanche prochain. Nantes qui est 2 points derrière, 14e, un match donc extrêmement important pour la lutte pour le maintien, hein, pour l'instant, même si on ne s'y voit pas forcément encore dans 6 mois, mais pour l'instant, l'actualité de l'OGC Nice, c'est d'essayer de se sortir de la nasse de ce flop 10, du coup, et d'essayer de réapparaître J'espère un qu'on va les peu... pulvériser. Voilà, et puis bon, il y a forcément ce passif avec le FC Nantes qui, s'est un peu redoré la pilule en explosant la lanterne rouge, le stade brestois, mais reste quand même aussi sur une saison extrêmement délicate, seulement 2 victoires. Bon voilà, le profil parfait pour être relancé par l'OGC Nice, certains diront. Mais voilà, et ensuite ce sera la réception du Partizan Belgrade, 2 matchs extrêmement importants, ils le sont tous, ils valent tous le même nombre de points. Mais là, très clairement, si tu négocies pas parfaitement ces 2 réceptions, voilà, on va avoir encore un peu plus de mal à imaginer comment la tendance peut s'inverser. Bon, on va essayer de rester positif, en tout cas on va essayer de rester fidèle au rendez-vous à l'OGC Nice. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur à peu près toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, nous lâcher un commentaire, venir échanger avec nous sur nos comptes Twitter respectifs ou sur le compte Twitter d'Avantinissa également. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous suivre malgré une saison qui est délicate, et croyez bien qu'on est ensemble dans cette galère, qu'on espère tous avoir des lendemains qui chantent. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi, et d'ici le week-end prochain, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.